Bienvenue à tous et à toutes pour notre conférence webinaire d'aujourd'hui. Ça se réalise dans le cadre des journées de la mobilité durable qui se terminent pour nous avec cet événement-ci. Cette année, on s'est donné comme thématique la mobilité durable en dehors des centres urbains. Pour Accès Transport Viable, ça résonne avec un constat qu'on a fait comme quoi il y a plusieurs actions qui sont mises en place dans les grands secteurs urbains pour mettre en place des initiatives de mobilité durable et faciliter en fait les déplacements en transport actif et collectif. Sauf qu'on se rend compte que les secteurs périurbains, ruraux et de banlieue sont plus ou moins bien desservis. Il y a des solutions, bien entendu, qui sont relatives à ces enjeux-là. Pour ceux et celles qui étaient au forum hier avec nous, donc c'est vraiment pour donner suite à notre forum international sur les mobilités rurales et périurbaines qu'on a réalisé hier à Lévis. Encore une fois, merci pour votre participation. Et puis, aujourd'hui, le webinaire qu'on vous propose est en mode hybride, donc il y a des gens dans la salle avec nous. Et puis, le titre aujourd'hui, c'est « Des banlieues durables, dites-vous ». 25 ans de recherche engagée et de solutions concertées qui va être réalisée par la professeure Carole Després, que je vais vous présenter un peu plus tard aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Accès Transport Viable, ça fait 30 ans qu'on existe. On est un organisme à but non lucratif qui travaille dans 2 régions administratives, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Et on a une double mission, celle de faire la promotion, la sensibilisation à la mobilité durable, mais aussi la défense des droits des utilisateurs et des utilisatrices de transport actif et collectif. Évidemment, parallèlement à ça, on accompagne les municipalités, les établissements scolaires pour l'émergence d'environnements qui soit favorable à la pratique des transports actifs et collectifs. Tout ça vient en fait, ça fait suite au projet qu'on a mis en place depuis 2021 qui s'appelle Mobilité.s, qui est une initiative qui visait à explorer les opportunités et les potentiels de mobilité durable dans 4 secteurs périurbains, Loretteville, Saint-Apollinaire, Saint-Étienne-de-Lauzon et Stoneham et Tewksbury. Ce projet-là, c'était vraiment une démarche participative de diagnostic territorial. On a tenté le pouls de la population à travers différents moyens, que ce soit des marches exploratoires, du sondage, des ateliers participatifs. Et on a mis en place une campagne de communication afin de révéler les potentiels des territoires dans lesquels nous sommes intervenus. Donc, je suis très heureuse, en fait, là, de continuer, en fait, là, à creuser la question de la mobilité durable en dehors des secteurs urbains. Plus par rapport à la technique, en fait, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de poser des questions carrément dans le chat de discussion. On a 2 personnes dans notre équipe qui sont présentes virtuellement pour vous accompagner et vous appuyer si vous avez des enjeux. Angèle et Michael, je vous encourage à mentionner qui vous êtes, en fait, dans le chat de discussion. Donc, je vous encourage vivement à les contacter directement si vous avez des questions. Maintenant, pour notre conférencière, que je souhaite chaleureusement remercier d'avoir accepté notre invitation, Madame Carole Després. Elle est professeure d'architecture à l'Université Laval et elle dirige depuis 2001 le groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues, le GIRBA. Elle va nous le présenter plus en détail un peu plus tard. C'est quoi la mission, quelles sont leurs actions aussi. Elle a fait plusieurs publications aussi avec ses collègues, notamment en 2002, la banlieue révisitée et en 2011, la banlieue s'étale. Madame Després est régulièrement invitée à siéger sur des comités, des groupes de travail mandatés par des instances de différents paliers gouvernementaux afin de traiter l'aménagement durable, l'influence du cadre bâti sur la santé, l'adaptation des milieux de vie au vieillissement et l'identité culturelle. Donc aujourd'hui, Mme Després va nous présenter, va nous faire un bilan des résultats les plus probants de 25 ans d'enquête et d'analyse. Donc 25 ans, on va essayer vraiment de présenter ça en moins d'1 heure. C'est tout un défi qu'on a lancé à Mme Després qu'elle a choisi de relever. Donc, on est très heureux et heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous et la parole est à vous, Madame. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. 25 ans, il y en a peut-être qui n'étaient pas au monde dans la salle encore.
Merci beaucoup à Accès Transport Viable de me donner cette opportunité de venir faire un petit peu le bilan des travaux du GIRBA. Donc, ma présentation est structurée en 4 temps. Je vais faire un bref retour sur le GIRBA, sa genèse, sa mission, vous parler de nos constats les plus probants, des pistes de solutions concertées qu'on a élaborées en lien avec les décideurs et les milieux. Et je vais conclure avec la difficile mise en œuvre, parce que des fois, j'ai l'impression depuis 25 ans de répéter les mêmes choses, mais les intervenants changent, donc il faut continuer à faire le point. Alors, le GIRBA et sa mission, quelques points. Ça vient d'où, le GIRBA? Vous reconnaissez le plan de l'ancien Québec avant les fusions, où on avait des villes de banlieue. Vous avez Charlebourg, Beauport, Sillery, Sainte-Foy. C'était des villes avec leur statut. Vous allez me voir venir avec la ville polynucléaire, qui est une solution à mettre de l'avant plus tard dans la présentation. Alors, la ville de Charlebourg me contacte en 1995 et dit: Madame Després, on aurait besoin que vous nous aidiez à intégrer des logements supplémentaires sur des bungalows. On a plusieurs citoyens qui vieillissent, ils veulent des logements intergénérationnels. Pourriez-vous nous aider? Et d'ailleurs, on a fait un rapport à la ville de Charlebourg, là, qui est toujours disponible en ligne, où on a fait des directives de design pour ces... Mais moi, ça m'a intrigué, cet intérêt pour l'intergénérationnel. Puis je me suis dit, il faudrait que je fouille ça un peu plus. Fait que j'ai contacté celle qui allait devenir mon bras droit au GIRBA, André Fortin, ma collègue sociologue qui est malheureusement décédée l'an dernier. Et ensemble, on a décidé de se mettre à travailler sur le vieillissement social et physique des banlieues de première couronne. C'était là que ça a commencé, mais ça a été initié par la ville de Charlebourg. Geneviève Vachon, qui enseigne le design urbain et l'architecture, s'est joint à nous très, très tôt dans le processus. Et les trois ensemble, on a formé le GIRBA, on a structuré un programme de recherche qu'on dit transdisciplinaire parce qu'on travaille avec les élus et les décideurs des milieux et la population. Alors là, il y a plein d'autres professeurs qui se sont joints à nous, puis ils vont m'excuser s'il y en a en ligne que je les nomme pas parce que ça serait trop long. Puis ma mosaïque n'est pas à jour non plus parce qu'il faut toujours la remettre à jour. Le bien d'un prof, c'est d'avoir des nouveaux étudiants à chaque année, mais dites-vous qu'il y a eu 5 stagiaires postdoctorales, il y a eu 5 thèses de doctorat, une vingtaine de mémoires de maîtrise, 30 à 40 essais en design urbain, projets de design urbain, et énormément de processus participatifs à chaque étape de l'évolution de notre recherche. On travaillait avec les milieux. Là, je vous mets un petit peu les autres disciplines puis les types d'associations avec lesquelles on a travaillé. Donc, on ne travaillait pas en silo. La façon de travailler, c'est qu'on faisait 3 types de recherche tout le temps avec des allers-retours constants. De la recherche fondamentale, plus connue la recherche scientifique. Et là, on avait de la démographie, donc on voit les sociologues derrière ça, des analyses physiques, morphologiques de territoire, les designers urbains, les architectes, les urbanistes. Et ma collègue André et moi, on travaillait beaucoup sur les usages et les significations. Je sais que vous avez eu un conférencier hier qui a parlé des significations, des représentations qui sont très, très importantes. Je vais y revenir pendant la présentation. Donc, on développait des connaissances. On prenait ces connaissances-là, on les amenait à nos designers qui allaient sur le terrain puis qui essayaient de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre en faisant du terrain puis en dérivant des hypothèses, des connaissances. Et alors là, c'était à l'échelle du design urbain, du d'échelle architecturale, mais aussi de la programmation urbaine et architecturale, dans le sens de qu'est-ce qu'on met comme fonction dans ces milieux-là. Et enfin, on faisait des interventions avec de la recherche-action. Et là, on avait 2 volets, aide à la décision, vous avez vu que j'ai parlé de Charlebourg, et processus participatif, qui est 2 manières d'amener ces projets-là, donc des connaissances sur comment faire, des connaissances sur pourquoi il faut le faire, puis dire est-ce que c'est faisable de le faire maintenant. Alors ça, c'est notre ligne de temps. Ça ne me rajeunit pas quand je regarde ça. Mais il y a des jalons importants. Vous voyez la banlieue revisitée en 2002, dont tu as parlé. C'était les banlieues de première couronne. La banlieue s'étale 2010, c'était le périurbain et le rural dont vous avez parlé à votre forum. Et on a tranquillement glissé vers Demain Québec, projet durable pour la communauté métropolitaine de Québec. Et plus récemment, c'est pas très clair les images, mais on est sur la COVID, société post-pandémique et numérique. Est-ce que ça va changer la donne? Donc, revisiter les banlieues, on a fait
à peu près 500 entrevues, on a consulté des citoyens, il y avait une centaine d'acteurs impliqués avec les types de recherches dont je vous ai parlé. Alors, ce sont les banlieues de bungalows. Et nos premiers constats, là, c'est un tableau de 2006. Je n'ai pas tout refait, là. Je vais vous montrer vraiment que ça partait de loin. Déjà en 2006, il y avait 2/3 de la population qui habitait les banlieues de première couronne et de deuxième couronne, mais pas nécessairement les milieux ruraux, et 2/3 du territoire qui était couvert par ces banlieues. Fait qu'on s'est dit, travailler sur 2/3 de la population, puis 2/3 du territoire, pas pire comme mandat, et ces milieux-là sont très peu denses, hein, très peu habités. Vous voyez que dans le périurbain, il y avait la Haute-Saint-Charles, il y avait un peu plus d'arrondissements à l'époque. Et là, on a fait une analyse du parc immobilier, et il y a deux grands types de logements. Il y a les propriétaires de bungalows, et il y a les immeubles de type walk-up. Donc, petit immeuble locatif, escalier, walk-up parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et les walk-up, c'est 80% du parc locatif en banlieue. Fait que c'est presque exclusivement ce modèle-là qui a été développé. À la différence des quartiers centraux, on a les triplex qui sont intégrés avec d'autres types de logements. Là, on a tous les bungalows d'un côté puis tous les walk-up de l'autre. Et ces deux types de bâtiments-là, en théorie, en architecture, on dit qu'ils ont atteint la fin d'un premier cycle de vie, 50 ans, où on doit entretenir le parc immobilier, le mettre à jour au niveau des modes de vie. Après cette étape-là, donc 5 ans sur les banlieues de première couronne, gros processus participatif sur l'avenir des banlieues de première couronne qui a duré 1 an et demi, on a travaillé sur les banlieues périurbaines et rurales. Parce que là, on se disait, bien, l'étalement, on peut-tu comprendre l'étalement? Les gens continuent à aller plus loin. Pourquoi? C'est quoi ces milieux-là? Ça ressemble à quoi? Donc, on a dit, on va travailler sur la caractérisation de ces milieux-là et le livre La banlieue s'étale parle de nos résultats. Donc, vous voyez, le Vieux-Québec, c'est le petit point rouge. Quand on regarde la limite périurbaine de Québec, c'est énorme. Et là, on est allé au-delà dans le rurbain, donc périurbain rural. On a ce mot-là qui est une expression qui est utilisée en France, le rurbain. Et on est allé étudier des territoires périphériques. Alors, dans ces milieux-là, il y avait des vieilles banlieues des années 50, il y avait du bungalow, mais il y avait des nouveaux développements sur des terres agricoles, à flanc de montagne, dans la forêt, donc des boisements, autour des lacs. Et nous, on partait avec l'hypothèse que c'est les gens des premières banlieues qui s'en allaient là, qui faisaient l'étalement. Quelle ne fut pas notre surprise de se rendre compte que c'est pas pantoute ce monde-là. Ça vient des régions, ça prend sa retraite, ça s'en vient vers les centres, se rapprocher des hôpitaux, des enfants, des petits-enfants. Et ces gens-là disent, nous, on est des ruraux. On ne va pas s'établir au centre-ville. On sait comment ça marche, une campagne. On s'installe en périphérie. Fait que ça, c'était une grande première surprise dans nos entrevues. Deuxième, il y a des gens qui disent, ben moi, j'allais là avec mes parents quand j'étais jeune, j'avais un chalet. Ils vernisent le chalet. On s'en va vers le chalet de l'enfance. On a trouvé des villageois qui disaient, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison neuve. Là, je vends ma maison, me construis quasiment à côté, mais en neuf. Fait que finalement, oui, il y avait quelques banlieusards, mais notre hypothèse que l'étalement du territoire se faisait avec l'étalement de la population, c'était une contraction, une migration intergénérationnelle. Troisième étape, on s'est dit, OK, le territoire est étalé dans la ville de Québec. Je dis toujours qu'on est les rois de l'étalement urbain à Québec. C'est tellement grand au kilomètre carré si on compare à des villes partout dans le monde. Maintenant que c'est construit, on ne va pas demander aux gens de démolir leur maison. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut penser à comment on se déplace sur ce grand territoire-là de manière durable. On a des enjeux de changement climatique, d'alimentation locale, de toutes sortes d'enjeux. Alors, on s'est dit, on va faire une grande enquête et on va essayer de voir, là, les chiffres datent aussi de l'époque où on a commencé le projet, comment 750 000 habitants qui vivent dans 28 villes, municipalités, villages, la CMQ, sur plus de 3500 km, peuvent décider ensemble d'un projet de collectivité, d'une vision collective durable. Et là, vous voyez les enjeux avec lesquels on a travaillé. En haut, vous ne voyez pas très bien, mais c'est offre résidentielle durable et désirable. Notre but, c'était de dire, si on amène la ville en campagne, les gens vont aller encore plus loin. Il faut que ces milieux-là, jugés désirables, soient maintenus, mais de manière durable. Comment est-ce qu'on fait ça? Les mesures d'adaptation au changement climatique, qui commençaient à être dans les médias pas mal à cette époque-là, sur lesquelles on a travaillé. Le soutien aux saines habitudes de vie, donc les transports actifs dont on parlait beaucoup.
et l'offre de transport alternatif aussi. Et plus récemment, bien, la pandémie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça change la donne? Est-ce que le confinement a fait qu'il y a des inéquités sociales qui se sont construites et on commence à le réaliser dans nos données entre les gens qui avaient une maison, là c'est le bungalow, et les gens qui étaient dans un walk-up sur leur petit balcon, souvent avec une densité d'occupation du logement qui était très élevée. Alors, nos constats les plus probants, des banlieues habitées par la majorité. Je l'ai dit tout à l'heure avec mon 60 % mais si vous ajoutez le 15 % qui est dans le périurbain, on est rendu à 8 personnes sur 10 qui habitent des territoires périurbains ou suburbains, et qui sont nés dans ces milieux-là. Et cette tendance-là, je fais lire des articles scientifiques à mes étudiants au Danemark, dans d'autres pays européens où on dit que tout le monde est à vélo, c'est pas vrai. Ils cherchent, eux autres aussi, ils ont les mêmes problèmes d'étalement, puis de gens qui sont nés dans des milieux de faible densité qui veulent redonner à leurs enfants ou rechercher ce même type d'environnement-là. Donc, toutes les générations, dans toutes nos entrevues, sur 25 ans, disent la même chose. Les aînés du 4e âge, vous le voyez ici, ça, c'est les limites des banlieues de première couronne. C'est les limites des bungalows. C'est les anciennes villes, Beauport, Charlesbourg, Sainte-Foy, Sillery, Duberger. Et les gros cercles, c'est où il n'y a plus de personnes âgées qui, à l'époque de ça, dans 2011, avaient 65 ans. Donc, mettez-leur un 12 ans de plus. Ils sont rendus à 72, 75 ans. Elles sont là. Donc, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose au niveau des banlieues de première couronne. Si on essaye d'identifier les dynamiques urbaines où on pourrait agir, c'en est un point important. Les baby-boomers, eux, ils sont beaucoup plus loin, ils sont étalés. Alors, c'est 15 % de la population de la Ville de Québec qui est dans les nouvelles banlieues. Donc, 2e, 3e périurbain. Puis le périurbain, c'est plus que ça. En fait, le périurbain, c'est 8 % de plus. Et seulement 5 % puis 2 % dans le Vieux-Centre et les anciennes banlieues. Vous allez voir que ça a des conséquences parce qu'il y a beaucoup moins de commerces et de services de proximité dans ces milieux-là. Fait que quand les boomers vont arriver à l'âge de nos 75 ans, ils ne seront pas équipés comme les personnes âgées dans les vieilles banlieues, à moins qu'on bouge. Où sont les autres générations? Bien, les 15-54 ans, là, vous voyez, ça, c'est le territoire que j'avais sur mes autres cartes. Il n'y a pas rien. Ils sont tous là. Donc, ils sont dans les communautés où vous avez travaillé, en fait, dans le périurbain éloigné ou dans le rural. Et là, on va avoir là aussi des difficultés à gérer le vieillissement de cette population-là. Les banlieues sont désirables pour la majorité. Puis ça, tu sais, les bons en ville puis les méchants en banlieue, ça ne marche plus, là. Partout, ma collègue et moi, on a même trouvé un nom, on l'appelle le le milieu, parce que dans toutes nos entrevues, dans toutes nos enquêtes, on avait des questions sur les représentations de la ville, de la campagne, de la banlieue. Ça se maintient sur 25 ans. La ville, oui, c'est effervescent, mais c'est bruyant, c'est pollué. Des fois, c'est dangereux. Il y a toutes sortes de... la campagne, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est loin. Puis là, la banlieue, finalement, c'est le milieu. Tu sais, c'est le meilleur des deux mondes. Puis tout le monde est d'accord pour dire, bien, on a notre maison, on a notre terrain, on veut un petit terrain. Fait que ça ressort très fortement et pour toutes les générations aussi. Sébastien Laure, qui est urbaniste, là, que je salue à l'Université de Montréal, a fait sa thèse de doctorat et de maîtrise au sein du GIRBA. Et il a réinterviewé les mêmes personnes âgées à 6 ans d'intervalle. Puis la littérature dans le monde, c'est 7 sur 10 qui veulent vieillir à domicile. Il y en a 3 sur 10 qui veulent déménager, mais seulement un qui veut revenir au centre-ville. Les autres, ils veulent aller encore plus loin, sur le bord d'un lac, dans une montagne. On n'imagine pas trop comment on va vieillir. Et il est allé voir 6 ans plus tard. Effectivement, 3 sur 10 ont déménagé, mais pas les 3 qui pensaient. Parce que le vieillissement différentiel fait que tu ne sais pas quelle maladie tu vas avoir un jour, puis c'est jamais les bonnes personnes, les rêves sont jamais tout à fait en accord avec la réalité. Les baby boomers, ils veulent aussi vieillir à domicile pour la majorité. Nous autres, on s'était dit peut-être qu'ils vont penser différemment. Moi, je suis la tête du baby boom, là, dans le pic, là. Mais non, 3/4 ne désirent pas déménager. Puis ceux qui veulent déménager, c'est le logement trop grand, l'entretien. Mais ils veulent être propriétaires. 4
personnes sur 10 qui désirent déménager. Dans la grande enquête Demain Québec, on avait au-dessus de 1000 personnes qui voulaient déménager. Puis les boomers, bien, c'est 4 sur 10 qui veulent devenir propriétaires. Et ils désirent de la faible ou de la moyenne densité. On va revenir là-dessus. Alors, dans Demain Québec, les 1139 personnes qui voulaient déménager, bien, vous voyez que c'était quoi la première raison de devenir propriétaire? Meilleur logement, domicile pas assez grand. Ça sort, ça fait 35 ans que j'enseigne, puis c'est les mêmes raisons qu'on trouve dans la littérature scientifique. Ça n'a pas changé. Puis toutes nos idées de proximité, là, ça arrive en bas. Fait qu'on cherche d'abord ça, puis après ça, si on a le choix, on va aller vers d'autres... Les types de logements vers quoi on veut aller, bien, vous voyez, maison unifamiliale détachée, maison jumelée, maison de ville. Alors, vous avez tout ça ici. Triplex, logement 3 étages. Ça, c'est des locataires qui veulent des bons logements sur 3 étages. Puis de la très forte densité, là, 4 à 6 étages, vous avez les gens qui aiment la ville, les vrais urbains, qui veulent l'effervescence de la ville, mais qui ont besoin d'un ascenseur, souvent des retraités. Puis plus que 6 étages, souvent, c'est des étudiants qui disent « j'irai dans n'importe quoi en autant que c'est le bon prix », mais dans les tours d'habitation, il n'y a rien d'abordable présentement. C'est complètement en dehors des prix que les étudiants peuvent se payer. Alors, on a classé ça, on a fait une analyse par composante principale, puis on a mis les logements désirés, le type de voisinage désiré, puis si on veut être propriétaire ou locataire. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive avec un 15 % qui sont des durs à cuire banlieue campagne. Ils veulent une maison détachée dans un quartier de maison détachée, puis il n'y a rien à faire. Tu as ceux qui disent, ben moi, je veux jumeler ou attacher, mais toutes sortes, j'aimerais ça un quartier avec toutes sortes de densités d'habitation unifamiliale. Puis, tu as des banlieues urbaines, tu as des gens qui disent, bien, nous autres, on voudrait, oui, un modèle unifamilial, mais on accepterait que dans notre quartier, il y ait des triplex, des walk-up. Donc, et si on va dans les locataires, bien, les locataires, regardez, 25 % ici, la ville à 3 paliers, pas plus que 3 étages. Donc, eux autres, c'est l'inverse de l'autre groupe. Ils veulent être dans les immeubles plus denses. Et finalement, la ville effervescente dont je vous parlais, c'est surtout ces immeubles-là qui sont recherchés. Puis la ville dense, bien là, quand les gens, ils cochaient tout. Ils prendraient n'importe quoi. Les représentations territoriales persistent, puis ça, il faut en parler parce que je pense qu'on ne pourra pas changer les choses si on ne travaille pas sur les représentations. C'est fondamental. Comme je vous l'ai dit, les gens, pour la majorité, sont nés en banlieue. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie, ça change vite. On l'a vu avec la pandémie, là, on s'est mis sur Zoom, puis tout. Puis ça... Les modes de vie aussi, on s'est ajusté. Les gens ont réussi à passer à travers, mais la culture, ça change lentement. Prenez les films de Star Wars, vous allez voir que la manière qu'on mange autour d'une table n'est pas si différente non plus. Spielberg l'avait compris. Donc, les significations demeurent stéréotypées. Hein? C'est la maison détachée avec son terrain. Et là, on a fait une étude sur 3 générations de la publicité sur le logement neuf, et c'est ça qu'on fait la promotion aussi. Donc, il y a l'individu qui a son vécu, puis il y a la société qui fait la promotion aussi de ce mode de vie-là. Est-ce que la pandémie puis la quête de paradis vert dont on a parlé dans les journaux, là, tout le monde voulait son bout de gazon, est-ce que ça va renforcer ces significations-là? Ou est-ce que les gens vont revenir? Si j'étais urbain, je garde, mais si je voulais une banlieue plus dense, je garde ça. Ça semble suggérer qu'on s'en va vers ça présentement. Mais le télétravail change la donne considérablement au niveau des prévisions de développement durable. C'est comme si la pandémie a permis de rendre acceptable socialement le fait de ne pas faire du navettage à son bureau à tous les jours. Un autre constat important, c'est que les mobilités quotidiennes sont fortement motorisées. Puis ça, c'est vraiment votre motus vivendi à vous. Et c'est là qu'il faut travailler. Dans l'enquête Demain Québec, là, on avait 1879 personnes qui nous avaient vraiment fourni un détail de tout le déplacement dans une journée. Et on avait 3 types, vous en voyez que 2, mais il y avait les automobilistes endurcis, à peu près un tiers. Il y avait les multimodaux, un autre tiers. Puis finalement, les adeptes du transport alternatif, donc autobus, marche, vélo. Fait que c'est à peu près un tiers, mais ça nous montre quand même qu'il y a 2 tiers des gens qui disent « moi, j'ai une voiture, mais j'ai 2 ados qui ont la passe d'autobus » ou les gens ne sont pas tout seuls. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on les a classés avec les enfants. On avait les données sur les enfants aussi, le nombre de passes d'autobus, etc. Les aînés, qu'est-ce qu'ils font sur un grand territoire comme ça? Sébastien pensait qu'il allait déménager quand il a fait ses entrevues parce que
Non, ils adaptent leur mobilité. Alors, il a trouvé 3 stratégies. Ils réduisent l'aire urbaine. Il y avait des habitudes de consommation, le coiffeur était là. Là, tout à coup, ils vont plus proximité. Pensez-y, tantôt, on va penser aux pistes d'avenir là, pour la requalification de ces milieux-là. Revenir à la proximité. Il n'y a pas juste la pandémie qui fait penser à ça. D'autres se font des parcours sur des voies sécuritaires. Donc, ils empruntent juste les petites rues, ils vont plus sur les autoroutes, puis ils vont dans des lieux adaptés. Il y a un stationnement pour personnes handicapées, il n'y a pas de marche. Donc, ils se font un autre circuit. Et finalement, il y a des personnes âgées qui sortent très peu de leur maison, mais qui disent « j'ai ma maison, j'ai mon terrain, mes petits-enfants viennent me voir et j'ai ma tablette ». Donc, la ville par procuration que Sébastien a définie. J'ai une autre étudiante, Laurence Jaudoin-Nicole, qui a travaillé sur la mobilité des baby boomers. Et donc, elle a pris juste les baby boomers, l'enquête, puis elle a analysé. Puis 2/3 de leurs déplacements sont comme conducteurs principaux ou passagers, puis eux autres, ils se promènent sur le territoire. C'est eux qui consommaient le plus d'alimentation locale, mais ils vont bien loin pour la chercher. Tu sais, les urbains disaient, manger local, pour moi, c'est aller à l'épicerie à côté de chez nous. Pour d'autres, manger local, c'est aller très loin. Aller à tel endroit pour le fromage, puis tel endroit pour le pain. Puis, donc, il y avait de la mobilité induite aussi par... puis ces gens-là avaient le temps, surtout les retraités étaient beaucoup plus mobiles que ceux qui travaillaient encore, vous devinerez. Donc, c'est ça. Comme ils sont beaucoup localisés dans les banlieues de 2e, 3e couronne, puis dans le périurbain, bien évidemment, ils se déplacent plus aussi pour avoir accès aux services parce qu'il y en a beaucoup moins dans ces milieux-là, sinon des power centers. Nabila Bachiri a fait sa thèse de doctorat sur la mobilité des adolescents. 15 ans et la ville devant soi, c'était le titre de sa thèse. Puis elle étudiait les saines habitudes de vie des adolescents aussi. Puis ce qui est intéressant, elle les a classifiés. Puis vous voyez, il y a 5 types d'adolescents. Donc, il y a les adolescents ordinaires, qu'on a appelés, là, en bas, qui ne mangent pas très bien, qui ne font pas beaucoup de sport, puis qui sont toujours en auto. Ça, c'était notre partie mauve en bas. On avait des hypersportifs, là, c'est de la petite affaire, c'était surtout des gars, la petite affaire turquoise. Ils font du sport, mais ils ne marchent pas. Ils habitent trop loin. On avait un paquet de filles qui se disaient nutries, mangeaient super bien, mais étaient toujours en auto. Ils ne marchaient pas à pied. Puis finalement, on a 2 groupes intéressants. Il y avait ceux qui marchaient autour de l'école ou chez eux, mais qui ne pouvaient pas marcher à l'école ou faire du vélo, c'était trop loin. Donc, on les a appelés les marcheurs occasionnels. Puis, il y avait les marcheurs ou les cyclistes endurcis, c'est ceux qui allaient à l'école tous les jours, puis leurs habitudes de vie étaient vraiment intéressantes comparativement aux autres. Et comment ils se déplaçaient? Bien là, vous voyez, là, elle a fait deux collectes de données, l'enquête Internet à 240, puis un journal Internet sur 7 jours à 70 jeunes. La mobilité se ressemble beaucoup, c'est juste que le journal Internet, elle l'a fait en été, fait que tout à coup, les vélos sont sortis, qui n'étaient pas là en hiver, mais c'est quand même les mêmes parts modales. Et vous voyez que l'automobile, l'autobus scolaire puis l'autobus de ville dominent la mobilité des jeunes. Un des constats ou des faits les plus probants de son étude, c'est que oui, la distance a de l'importance. C'est que le choix d'un programme spécialisé ou d'une école privée loin du domicile induit une mobilité incroyable sur le territoire. On va faire du sport-études, mais on fait 45 minutes d'autobus le matin pour aller faire du sport. Seulement 1/3 de ces ados avaient choisi l'école de proximité. Puis c'était pas le fait qu'elle soit privée ou programme études-travail ou non. Le choix raisonnable, c'est de dire prenez celle qui est proche de chez vous. Fait que ça, c'est un des grands constats de Nabila. Et là aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ne marchaient pratiquement pas autour de leur maison parce qu'ils utilisaient un peu les vélos. Mais c'est pas très... Eux, vous savez qu'ils habitent dans la grande périphérie. Là, ils sont là, les ados, maintenant. Mais autour de l'école, ils marchaient. Fait que comme piste d'aménagement, travailler sur les grosses écoles, les polyvalentes, c'est bien plus intéressant. On ne pourra pas adapter toutes les maisons où ces jeunes-là habitent, mais si on est capable de les faire marcher puis faire du transport actif lors du midi après l'école, c'est génial. Et pour l'instant, bien, ils vont beaucoup, 2/3 de leur déplacement, c'est pour la consommation alimentaire. Donc là, il y a la question des fast-foods aussi et l'offre alimentaire de cafétéria qui devrait s'améliorer. Ça, c'est pas très clair, vous voyez rien, mais ceux en ligne voient sans doute mieux. Simine Lotfi, au doctorat, a travaillé à l'enquête, elle a pris les travailleurs de l'enquête Demain Québec, puis elle a comparé comment ils se déplaçaient ou leurs habitudes de durabilité, puis si le milieu était durable.
Puis elle a croisé ça, durabilité du milieu, durabilité des comportements. Puis elle a trouvé 4 catégories. Hein? À un moment donné, ton mode de vie est en accord avec ton quartier. Tu habites Montcalm, tu marches, tu fais tout à pied. Mais elle a trouvé qu'il y a des gens qui habitent Montcalm, qui ont 2 stationnements dans leur condo, puis qui font tout dans les grandes surfaces, au Costco de ce monde, pour ne pas les nommer. Puis, il y a des gens dans le périurbain qui sont tout à fait durables, puis qui ont un milieu de vie qui n'est pas durable. Fait qu'elle a comme fait des clashs. Les pires, c'est ceux qui ne sont pas durables dans un milieu pas durable. Mais ce qu'elle a montré, c'est que c'est pas si simple. Puis son deuxième papier qu'elle a publié, ça montre que même si tu es durable dans un quartier durable, tu rêves peut-être d'aller ailleurs, dans du moins durable. Donc, il y a un clash entre les aspirations des gens puis où ils habitent. Puis ça, quand je dis proximité-mobilité, là, c'est pas un duo, c'est évident. Là, ça, c'est l'exemple qu'on a spatialisé d'une répondante de l'enquête de Main Québec. Elle part de Lac-Beauport, puis elle s'en va travailler à Place de la Cité, puis elle fait tout en autobus. Puis elle a trouvé à Charlesbourg une école puis une garderie pour ses enfants, puis elle retourne le soir, elle rejoint son mari, puis elle remonte. Elle fait 2h30 par jour de transport. Elle est durable, puis elle habite loin. Maxime, il habite à côté de Place Laurier, il travaille à SSQ, il fait tout en auto. Ouais, mais mon gym est avec mes chums là-bas, puis là, je vais prendre un verre dans tel bar-là, puis il fait tout en auto, puis il est à 10 minutes à pied de tout, mais de tous les services. Donc, il faut faire attention, quand je disais centre-ville, les bons, banlieue, les méchants, ça ne marche plus. Les gens consomment des services, des fois c'est pour la partie de hockey d'un enfant, ou cette logique-là, il faut vraiment raisonner en termes polynucléaires maintenant. Pendant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est nos résultats qu'on a déjà sortis. Là, on est en train de rédiger un article. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe pendant la pandémie? Les journaux disaient, ah, les gens marchent, tout le monde marche, c'est fantastique. Bien, on a eu accès à l'enquête Ma vie pendant la pandémie, qui a pris 6 mesures depuis le début de la pandémie, où les gens disent combien de temps de marche qu'ils font, tout ça. Et elle a diminué de 11 % de manière globale pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ceux qui faisaient beaucoup de sport qui ont continué à marcher parce qu'ils ont déplacé du gym à la marche ou au jogging. Et ceux des quartiers centraux qui étaient habitués à marcher pour aller travailler puis aller faire l'épicerie, bien, ils ont arrêté de marcher. Fait que les quartiers centraux ont diminué beaucoup plus que les gens des banlieues qui, tout à coup, il n'y avait plus de trafic dans la banlieue. On pouvait marcher sur les grandes rues asphaltées puis il n'y avait pas de trafic. Alors là, ce qu'on est en train de montrer, c'est que l'indice de marchabilité il est intéressant, mais dans les quartiers plus denses, le prétexte pour marcher, c'est d'aller faire une course, d'aller travailler. Alors, enlevez ça aux urbains, vous les confinez à leur logement. Fait que ça, c'est quand même intéressant comme piste d'aménagement. Puis là, je m'excuse, je ne peux pas tout mettre. J'ai mis quelques affaires, mais le temps m'a manqué pour en mettre plus. Fait que vous avez vu cette image-là tout à l'heure, où on avait l'offre résidentielle durable et désirable. Je dis désirable, hein, parce que moi, c'est pas juste la durabilité, c'est qu'il faut garder l'attrait des logements si on veut que les gens choisissent autre chose que d'aller s'installer dans un nouveau développement. Donc, vous voyez, il y a des pistes d'encadrer agriculture urbaine, jardin collectif, îlots de fraîcheur, maisons de ville, triplex, cohabitat, OBNL, épicerie de proximité, services de santé. Ce sont des idées qui sont là autour de ça. Soutien aux saines habitudes de vie, bien là, c'est ça, manger local fait partie de la donne. La marche, le vélo, les taxibus, le covoiturage communautaux. L'offre de transport alternatif, le verdissement des rues, les sentiers, les pistes cyclables, les espaces publics confortables pour les mesures d'adaptation au changement climatique. Vous voyez que c'est tout ça, ça s'entremêle. Et j'ai ajouté la bulle sur laquelle on travaille, c'est penser à la société post-pandémique et numérique, se préparer à d'autres épisodes, soit climatiques, soit pandémiques, parce qu'on risque d'en avoir d'autres dans le futur. Alors, je vais appeler ça des éco-principes, là, parce qu'on essaye d'être durable en retravaillant sur les milieux existants. Donc, un premier principe, ça serait d'équilibrer l'offre et la demande en matière de logements abordables, de faible à moyenne densité. Moi, ça m'inquiète beaucoup quand je regarde ce qui se construit comme nouveau logement. Du 10 étages, des micro-logements. Là, pensez à la pandémie dans ces logements-là, tu n'es même plus capable d'inviter quelqu'un, il n'y a pas de place.
la Société d'habitation du Québec a mis des normes là, sur le 60 mètres carrés minimum pour un logement. Il y a une raison, là. Quelque part, c'est d'être capable de socialiser. On n'est pas des ermites qui allons vivre tout seuls dans une micro-maison le restant de nos jours. Fait que je regarde les logements qui se construisent, je regarde les prix de location. Il s'agit de se promener. Je suis estomaquée. Et ça colle tellement pas avec tout ce qu'on lit et tout ce qu'on entend depuis 25 ans. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait fausse route comme ça? On va en parler en conclusion. Mais il y a des décideurs qui laissent aller les choses, peut-être. Donc, première étape, soutenir les logements supplémentaires ajoutés à des bungalows. Quand je dis soutenir, là, c'est de voir le potentiel puis de mettre des mesures en place pour que ça se passe. Alors, j'ai un étudiant, David Lachoune, dans son essai en design urbain, il a étudié le potentiel foncier. Un peu maniaque, là, avec un SIG, il a inventorié toutes les parcelles des territoires de banlieue de première couronne. Alors, il a trouvé 66 968 lots, puis là-dessus, il y en a un tiers où il y a un bungalow dessus. C'est quand même pas mal. Et il dit, bien, c'est une mine d'or, si on pouvait ajouter des logements. Alors là, il a pris un échantillon représentatif de 445 parcelles, puis là, il est allé mesurer, puis voir combien on pourrait en densifier. Alors, si on garde la marge latérale d'1,5 m, qui est la marge latérale minimale qu'on impose maintenant pour une nouvelle construction. La plupart de ces bungalows-là avaient un peu plus. C'est 4032 logements qu'on pourrait ajouter sans changer la réglementation. Puis s'il y a juste 20 des gens qui densifient, c'est pas obligatoire pour tout le monde, une personne sur 5, bien c'est déjà 806 nouveaux logements. Si on diminue la marge latérale à 1 mètre, ce que des magnifiques quartiers de villes dans le monde ont comme marge latérale, bien tout à coup, on augmente à 8 959 logements potentiels. Puis si c'est juste une personne sur 5 qui le fait, bien c'est pratiquement 1800 logements. Alors 1800, ça commence à faire une offre intéressante pour des jeunes ou des personnes seules qui cherchent des petites maisons plus vertes, qui seraient pas la grosse cabane. Moi, j'aimerais ça avoir une petite auto électrique, un vélo, prendre mon auto électrique une fois de temps en temps, avoir mon petit potager. Et il a montré, plutôt que raser le bungalow, parce que là, tu obliges la personne âgée à partir, et tu mets ce qu'on voit présentement, là, c'est 2 jumelés à 750 000 $ du jumelé. Je m'excuse, mais c'est pas abordable. Donc, si on construit latéralement, à côté du bungalow, premièrement, on ne coupe pas d'arbres, parce que c'est l'entrée de garage d'habitude. On a un terrain autonome que la personne âgée peut vendre, avoir de l'argent pour adapter sa maison au vieillissement. Le jeune, il y a une maison abordable, puis la ville, elle gagne des taxes. Et ces infrastructures-là étaient faites pour des familles de 4-5 enfants, il faut se le dire. Ce n'est pas parce qu'on ajoute la maison que les infrastructures ne suffiront plus. Je vais regarder mon écran. Donc, j'ai fait faire des exemples à mes étudiants de travaux. Puis ça, c'est des étudiants de première année qui ont fait ces travaux-là en architecture. Donc, comment ajouter, l'intégrer, cette petite maison-là. Et il ne s'agit pas de faire un monstre de maison. Là, vous en avez des exemples ici. Petite maison ajoutée à côté du bungalow. Puis de l'intérieur, évidemment, on peut travailler avec les terrains de bungalow descendent. Hein? Fait qu'on peut avoir un demi-sous-sol très ouvert, très fenestré sur l'arrière. Et on peut avoir des combles, plutôt que faire un plein étage avec le toit par-dessus, ce que les promoteurs font parce que c'est moins coûteux. Réapprendre à habiter les combles. Et ça donne du cachet aussi. Et voilà. Fait que ça, c'est un exemple. Puis ça permet d'avoir une petite cour aussi à l'arrière qu'on peut aménager maintenant sans avoir le grand, immense terrain. Deuxième piste, c'est diversifier les ensembles locatifs de type walk-up. Voilà l'évolution du walk-up dans le temps. Fait que vous voyez que les derniers qu'on a fait, c'est ceux qui ont un corridor central. Hein. On a commencé par éliminer l'escalier privé pour les triplex, qui était une erreur monumentale, mais qui était intéressante fiscalement. Il y avait des déductions pour des 5 logements et non pas pour 3. Fait qu'on est passé à ça. Et on économisait, bien sûr, mais là, on avait des logements en enfilade. Et tranquillement, on a mis 2 pièces de large. Puis là, on a fait le corridor. Ça, c'est la pire invention, quand on s'est mis à faire un corridor de large, parce que là, tu as des logements mono-orientés, face à l'ouest ou face au nord.
Mais ces logements-là n'étaient pas habités par les propriétaires occupants, contrairement à Limoilou, qui avait les rez-de-chaussée occupés par les propriétaires et qui entretenaient bien leurs immeubles. Alors, les propriétaires de ces immeubles-là, il y avait des bungalows, eux autres. Ils vivaient dans des bungalows. Alors, ça manquait d'amour, pratiquement pas d'arbres de planter. L'état et ça date quand même de l'année où on a fait le rapport. Là, c'est un exemple à Saint-Rodrigue, en rouge, de l'asphalte. C'est un des plus gros îlots de chaleur à Québec. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La densité n'est pas si grande, 50 logements à l'hectare, on peut monter. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de voir, est-ce qu'on peut, on a travaillé avec le promoteur même, de voir, est-ce qu'on est capable, le propriétaire des immeubles, d'insérer des nouveaux petits immeubles, de verdir, d'insérer des nouveaux immeubles pour les mamies qui vieillissent. Il me dit, le propriétaire, j'ai des mamies qui vieillissent, sont plus capables de monter des escaliers, là. Si je pouvais insérer, puis là, pendant que je les déménage dans le nouvel immeuble, je rénove mes logements parce que ça prend un effet domino, c'est pas simple à faire. Fait que ça, c'est un exemple sur lequel j'ai fait travailler mes étudiants. Avec les plans des walk-up du promoteur, on a restructuré les logements qui sont peut-être plus adaptés à la manière de vivre de nos jours. Et on a inséré des petits logements avec ascenseur pour les personnes âgées. Sur des mêmes terrains de walk-up, ici, c'est l'insertion de petites maisons de ville. Vous savez, 2 étages, demi-sous-sol, premier étage, une autre maison, deuxième étage, les combles. Ça ne fait pas de la très forte densité, puis c'est très intéressant comme solution aussi. Verdir, ça c'est en design urbain avec Geneviève Vachon, là, comment on prend une parcelle de walk-up où vous avez vu l'asphalte tantôt, puis on s'organise en diminuant les normes de stationnement à 0,5 stationnement par logement, parce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas de voiture. Comment on peut verdir ces milieux-là? Là, il y a 2 exemples, mais ce n'est pas des projets de par ici, où vous voyez des immeubles de telle densité avec des systèmes de portes cochères. On pourrait intégrer des immeubles entre 2 walk-up. Il y a juste les fenêtres de salle de bain qui sont de chaque côté. On peut facilement ajouter. Insertion sur des terrains en dents creuses, des terrains vacants. Bien, dans le urbain, là, puis dans le périurbain, il y a de ces terrains-là. Des fois, c'est une entreprise qui ferme. Il y a un terrain, ça c'était à Chambly, je pense, qu'on a travaillé, j'essaie de me souvenir, mais c'était une petite réserve de bois, là. C'était une petite entreprise qui vendait du bois, qui fermait. Alors, on a travaillé à insérer, parce qu'il y avait une demande, une résidence personnes âgées avec service et des maisons intergénérationnelles. Fait que c'est un peu de la microchirurgie, travailler sur la requalification des banlieues. C'est pas glamour pour les promoteurs, là. Mais on a travaillé avec un promoteur qui était intéressé, notamment par ce terrain-là. Je ne sais pas s'il a donné suite après. Mais il faut les sensibiliser, il faut travailler avec eux autres, pas contre eux autres. Deuxième principe, localiser et développer un réseau de pôles et de services multimodaux. C'est beau vouloir faire marcher les gens, prendre les transports collectifs. Encore faut-il qu'il y ait une place à aller, parce que c'est... Alors, je vous ai montré l'ancienne ville avant les fusions avec les noyaux. Alors, l'idée, c'est de réseauter tout ça. Donc, on a travaillé à localiser, programmer, puis développer des pôles multimodaux. Vous voyez Catherine, là, qui est ici, là, à l'époque. Et ça a été très, très intéressant parce qu'on a misé sur les dynamiques urbaines, les gros pôles commerciaux ou éducatifs ou institutionnels. Ça peut être un pôle gouvernemental, ça peut être un cégep, ça peut être un centre d'achat, mais c'est là que devrait se faire la concentration des pôles qu'on appelle la forte convergence. Puis vous voyez qu'on a mis forte convergence. Et on a discuté avec des pôles convergence modérée, et là, ça peut être les centres d'arrondissement qu'on peut penser, et des pôles à faible convergence, et là, on peut aller chercher... C'est bon? Donc, des pôles avec faible convergence. Et on a réseauté Rive-Sud, Rive-Nord. Vous voyez que c'est important aussi. Et après, on a travaillé à programmer qu'est-ce qu'on met. Et là, les couleurs, en design urbain, on est habitué. Le bleu, c'est institutionnel. Le rouge, c'est commercial. Le jaune pâle, c'est de la faible densité. Alors, vous voyez qu'il y a le rouge ici, c'est du commercial avec de la plus forte densité. Pôle institutionnel. Sans doute un tramway ici. Et ici, un métrobus peut-être avec un peu moins de commercial
Là, vous ne voyez pas beaucoup les couleurs, les différentes couleurs. Ici, ça devrait être jaune-orange, là. Donc, c'est de la densité plus forte parce que c'est de la forte convergence. Fait que si on a du 4 à 6 étages à mettre, c'est là qu'on met ça, en fait. Et pour l'intermodal, la faible convergence, bien là, on essaie de jouer avec du petit grain de bâti, mais où on peut aller chercher 75 logements à l'hectare, c'est bien fait. Et là, on va aller chercher des ménages qui cherchent la maison unifamiliale. Puis là, il fallait montrer que ça se faisait, fait qu'on par phase, hein, parce qu'un quartier, ça se fait pas comme ça, là. Ça prend des dizaines d'années, fait qu'on a travaillé 3 secteurs et on avait des phases de développement 2020, 2030, 2040. Et là, on a fait ce qu'on appelle des future studies, la prospective, c'est qu'on a ramassé les gens, puis on a dessiné qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air en 2020, en 2030, en 2040, si on a investi aux bons endroits. Puis on avait fait une enquête en ligne avec ça aussi pour voir comment les gens réagissaient aux propositions. Donc, ça, c'est un exemple, le secteur des Galeries Chagnon, qui est un autre des plus grands îlots de chaleur à Lévis. Et alors ça, c'est ce que les gens voyaient quand ils allaient en ligne. C'était le terrain tel quel avec toute sa description. Et tranquillement, ça, c'est pour 2020, mais si je continuais, là, je ne les ai pas toutes mis, il y aurait 2030, 2040, puis on a fait ça. Et c'est clair que verdir, c'est une proposition qui a l'assentiment de toute la population. Ça, c'est un autre constat très, très fort. Planter des arbres, ça marche toujours bien. L'autre possibilité, c'est, donc on a ces pôles intermodaux réseautés, c'est de redorer l'image des services de proximité. Il n'y a plus d'épicerie dans un quartier parce que 500 personnes pour faire vivre une épicerie, c'est plus suffisant. Maintenant, les Maxi, Loblaws et compagnie ont des gros... Mais si on regarde la structure des banlieues, c'était le concept de Constance Perry, qui enseignait dans les années 20, il me semble, oui, c'est ça. L'unité de voisinage, c'est qu'il y avait des services entourés de voies de circulation. Les banlieues ont été faites sur ce système-là au Québec. Même si c'était des terres agricoles, c'est clair quand on analyse, ça c'est Sainte-Foy, que vous avez ces modules-là, et ça c'est toujours le 400 mètres marchable. Bien, il faudrait peut-être y repenser, puis commencer à travailler avec des rayons de marche pour localiser des équipements à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Il y a des bâtiments dans les vieilles banlieues, notamment, qui vivotent. Des fois, c'est des petits centres d'achat qui périclitent parce que les grandes surfaces leur font de la compétition. Des fois, c'est une école qui va fermer, des fois. Alors, c'est le moment idéal d'intégrer des centres de services à la communauté. Puis ça peut être des aînés même qui donnent les services parce qu'il y a plein de baby boomers à la retraite là, qui cherchent du travail. Ça peut être du gardiennage, ça peut aider à faire vos rapports d'impôts, ça peut être n'importe quoi. Mais aussi pour les personnes âgées, d'avoir des points de service pour les soins à domicile. Un autre principe, rénover les écoles puis construire des centres de la petite enfance. Je suis estomaquée par le fait qu'on manque de main-d'œuvre puis que les femmes ne trouvent pas de garderie. Puis je dis les femmes parce que les hommes aussi, mais qu'on n'arrive pas à trouver de garderie pour les enfants. C'est un non-sens. Où est-ce qu'on peut les mettre? Bon, rénover les écoles, ça va aider, parce que les gens, vous avez vu, les programmes sport-études de ce monde, si on rénove les écoles, on risque de ramener des familles dans les vieux quartiers. Au Portugal, ils ont fait ça. Ils se sont rendus compte que tout à coup, l'école privée était moins intéressante, puis on s'est remis. Ils ont rénové toutes les écoles secondaires. Puis les gens ont recommencé à fréquenter l'école publique parce que c'est un système à 2 vitesses. Et sur les terrains de... Alors ça, c'est la polyvalente d'Ancienne Lorette. Et ça, c'est son terrain. Et ça, c'est vide. Ils ont besoin d'argent pour rénover. C'est peut-être des négociations qui doivent se faire, des échanges de terrain. Et là, on peut construire une école primaire, un CPE, 2 CPE. Là, vous voyez mal ici, mais j'ai fait travailler sur ce même terrain-là par mes étudiants. On rentre 144 logements sur seulement ce terrain-là avec de la densité moyenne. Bonifier là, ça, j'insisterai pas beaucoup parce que c'est votre spécialité. Mais c'est clair qu'on essaye de louer du communauto puis tout est pris, on a un problème, un doux problème, mais il faut augmenter l'offre, ça c'est clair. Les gens ont adhéré à ce système-là. Et la même chose pour Avelo, c'est un succès phénoménal. Dernier éco-principe, gérer les temps de la ville. J'appelle ça du chrono-urbanisme. Ça coûte pas cher. Élargir une voie, ça coûte cer. Changer les horaires des gros employeurs, ça coûte pas cher. Avec le télétravail, puis c'est ça, ce
qu'on entend dire souvent, c'est qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on a des enfants à les mener à l'école, puis on ne peut pas. Mais finalement, là, regardez dans l'enquête de Main Québec, là, 0-5 ans, oui, 79% des gens, 79% des gens les amènent en automobile au CPE ou au primaire. 6 à la maternelle, je veux dire. Au primaire, déjà, 6 sur 10, ils les amènent pas. Ils prennent l'autobus ou ils marchent. Rendu à l'adolescence, 1 personne sur 10 qui est en auto, puis des fois, c'est le chauffeur. Il n'y a plus de raison de dire on désynchronise les temps. Si on laisse tranquille les gens qui ne peuvent pas faire autrement. Mais voilà. Travailler avec le temps, c'est aussi travailler avec les saisons. Puis mes étudiants étrangers, quand ils arrivent au Québec, ils disent « Hey, prendre l'autobus l'été au Québec, c'est le fun, mais en hiver, là, comment vous faites? Ça n'a pas de bon sens, je me fais geler à moins 20. » Pour eux autres, les entrées pas déneigées, on grimpe pour... Fait que, quelque part, je pense qu'il faut penser à la mobilité réduite aussi avec le vieillissement de la population, les gels-dégels qu'on va avoir avec les changements climatiques, les chutes de glace, là, les hôpitaux nous le disent déjà, donc travailler là-dessus. Et la dernière piste, c'est soutenir l'adaptation aux événements épisodiques climatiques et pandémiques. On l'a vécu une fois. Il faut apprendre de ces leçons-là. Moi, je pense qu'il faut aménager des îlots de fraîcheur dans les secteurs locatifs où il y a des îlots de chaleur autour des écoles. Penser des lieux de refuge en cas de crise de verglas. Puis assurer la qualité des logements pour le confinement. Il y a des logements qui seraient peut-être plus aux normes si on pensait que les gens ne vont pas pouvoir sortir pendant plusieurs mois. Difficile mise en œuvre. Je termine avec ça. Quand je vous dis, ça fait 25 ans que j'ai l'impression de répéter la même chose, puis les études qu'on continue à faire confirment les mêmes affaires. C'est pour ça que je dis que c'est probant, dans le sens que c'est crédible et fiable, ça se répète dans le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Elle est là pour rester, elle est construite. Il faut vivre avec les erreurs du passé peut-être, mais elles sont là. Les gens ont légitimement se sont établis à certains endroits. Elle est bien ancrée dans l'imaginaire collectif aussi. Mais comment est-ce qu'on peut investir de manière éco-responsable pour requalifier ces territoires-là qui sont déjà urbanisés? Et je dis déjà urbanisés, je ne prône pas de continuer à faire des nouveaux développements. Donc, ça va prendre, d'après moi, des politiques, un plan interministériel. Vous l'avez vu, c'est les écoles, c'est la santé, c'est l'habitation, c'est le transport. Puis quand les ministres se retrouvent au Conseil du Trésor avec la sacoche en avant puis qu'ils se partagent les budgets, il va falloir qu'ils se fassent un projet ensemble pour dire, bon, là, une crise de logement, il faut penser au changement climatique, on peut-tu prendre des actions qui vont bonifier tous ces enjeux-là? Des subventions d'aide à la rénovation aux particuliers, ou aux organismes communautaires, aux OBNL, les parcs d'immeubles locatifs pourraient être achetés, rénovés. Les propriétaires qui les ont fait leur argent dessus, ils sont assez âgés, donc je pense qu'il y aurait des gens qui pourraient vendre. Assouplir les normes de lotissement, on l'a vu tout à l'heure avec les marges latérales. Diminuer ou réaménager des aires de stationnement d'immeubles walk-up, puis faire une campagne promotionnelle pour changer les représentations puis attirer des nouveaux ménages vers les pratiques éco-responsables. Donc, des banlieues durables, c'est possible, d'après moi. Mais les défis sont grands, puis les enjeux aussi. Merci. Merci beaucoup, Madame Després, pour cette présentation aussi. Je pense que ça résonne vraiment beaucoup avec les constats qui ont été formulés hier lors du Forum international. Puis je suis vraiment contente qu'on ait abordé la question de la localisation, en fait. Puis justement, sachant que le choix de localisation résidentielle a un énorme impact sur nos options de mobilité, aussi sur nos choix de mobilité, je pense que vous l'avez un peu abordé, mais ça pourrait peut-être être intéressant de... En tout cas, si vous voulez creuser un peu plus la question, est-ce que vous avez des pistes de solutions pour travailler sur les représentations sociales qu'on a de l'urbanité versus le fait de rester en banlieue ou versus le fait de rester en campagne pour justement, pour inspirer peut-être des professionnels qui travaillent dans des municipalités, qui sont avec nous ou dans des organisations? C'est un défi difficile parce que il y a un concept qui a été mis de l'avant par des psychologues de l'environnement et des architectes aux États-Unis qui s'appelle le Settlement Identity. C'est l'identité territoriale. Et c'est hérité des logements qu'on a habités depuis l'enfance. Quelqu'un qui a eu une très mauvaise expérience dans son enfance en campagne
va changer son identité. On a aussi des identités multiples, ce qui est encore plus complexe de nos jours. On a un chalet la fin de semaine, un condo en ville, les snowbirds qui s'en vont. Donc, on a aussi des identités multiples. Mais changer ces identités-là, quand je disais ça va prendre de la sensibilisation, mais c'est très difficile de... Quand on a fait nos entrevues avec des gens de milieux ruraux, ils nous disaient, moi, là, si tu me demandes de rester en ville, c'est comme porter un manteau trop petit. Il y a des expressions que les gens nous disaient qui étaient tellement viscérales là, que je pense qu'il faut essayer de travailler de manière durable, mais en comprenant, c'est-à-dire de ne pas juger les gens. On peut juger le résultat non durable de ce qui se fait. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais je pense qu'il faut comprendre ces gens-là. Puis des fois, c'est un terrain hérité aussi. J'ai hérité un terrain de patata. Fait que c'est un gros défi. Mais je pense que ça se fait travailler. Les gens en psychologie sont capables de travailler sur les représentations. Puis je pense qu'il faut travailler en équipe interdisciplinaire puis voir comment on peut faire ça, ce genre de campagne-là, pour ne pas se lancer de manière naïve dans des investissements qui ne fonctionneraient pas, là. Tout à fait. Non, c'est vraiment super pertinent, effectivement. Puis c'est sûr qu'en tant que citoyen, citoyenne, on a quand même une responsabilité, certes, par rapport à nos choix de transport, mais en même temps, on peut être captif aussi des infrastructures ou des options de mobilité qui sont à notre disposition aussi, là. Effectivement. Pour revenir sur la question de la requalification des banlieues, bon, vous avez fait le constat, on est un peu pris avec ça. Maintenant, c'est sûr que toute la question, finalement, de l'impact, en fait, des promoteurs, justement, qui ont ce potentiel-là de requalifier les banlieues, comment s'assurer que ça ne dépend pas seulement de la bonne volonté des promoteurs? Est-ce qu'il y a une manière d'encadrer ça? Je sais que oui, mais j'aimerais ça vous entendre un peu sur cette question-là. J'aimerais ça te dire qu'il y a une solution magique, là, mais après 25 ans, écoute, j'ai fait des événements grand public, j'ai fait des tribunes urbaines, des mini-colloques, des cafés des sciences, j'en ai fait, les promoteurs étaient là, les élus étaient là. Mais tu sais, juste dans le projet sur les écoles sur lequel je travaille, j'ai changé de ministre 4 fois. Quelque part, le roulement de personnel, c'est-à-dire que tu convaincs une génération de fonctionnaires, ces gens-là changent de ministère, parce que ça se promène. Il y a ça. Il y a le fait que les gens travaillent en silo. Je pense qu'il faut apprendre à travailler. Ça, c'est ce que j'essaie d'enseigner à la prochaine génération d'architectes. Travaillez pas tout seul. Sortez de votre discipline, allez parler aux gens, allez parler aux élus. Puis, ça, on l'a vécu au GIRBA. Les gens qui travaillaient avec nous arrivaient des fois avec des positions campées. On travaillait pendant 3 mois en les rencontrant régulièrement. Tout à coup, ils étaient nos meilleurs ambassadeurs parce que quand on comprend les choses, on accepte de changer, mais il faut les comprendre avant. Il ne faut pas se faire juger en disant « c'est moi qui ai raison ». Fait que ça se fait, mais il faut être patient. Puis je pense qu'il faudrait qu'il y ait une stabilité quelque part, je ne sais pas, des dossiers qui suivent. Parce qu'on dirait que la personne qui arrive, qui prend la place d'un autre, elle repart à zéro. Elle n'est pas au courant de ce qui s'est fait, elle n'est pas au courant. Puis moi, c'est ce que je trouve difficile, là, cette espèce de succession. Quand je faisais du participatif, je disais, je veux la même personne pendant 1 an et demi. C'est clair, envoyez-moi pas quelqu'un de différent à chaque fois. Puis je veux pas quelqu'un qui brasse des papiers en haut, je veux quelqu'un qui est sur le plancher des vaches en bas. Fait que c'est ça. Mais je dis ça, puis j'ai pas réussi non plus. Mais en même temps, je pense que c'est un travail de longue haleine, en fait. Pas la prof, là, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est de former des intervenants qui vont être outillés pour essayer de faire ce genre de travail-là. Mais ça vient résonner un peu avec les interventions, en fait, des élus puis des professionnels qu'on a eus hier dans le forum qui travaillent dans des municipalités. Il y a plusieurs freins administratifs par rapport à leur requalification, finalement, de leur milieu respectif. Puis on se rend compte aussi que c'est pas acquis que tous les ministères se parlent, c'est pas acquis non plus qu'il y a une transmission, finalement, de connaissances et d'expertise, en fait,
entre justement les différentes générations qui se succèdent en fait dans ces milieux-là. Maintenant, ça vient toucher la question de la gouvernance aussi, à quelque part, là, finalement, de l'aménagement, de la mobilité. Est-ce que vous avez étudié ça un peu, la question de la gouvernance, puis est-ce que justement il y a des pistes de solutions? Ma collègue Geneviève Cloutier sera meilleure que moi pour parler de la gouvernance parce que c'est vraiment sa spécialité. Mais c'est ça. Je pense que quand je faisais des processus participatifs avec Geneviève André, tout ça, puis des fois on était jusqu'à 100 personnes, puis les collègues des mêmes ministères apprenaient ce que leurs collègues faisaient pendant notre processus. Fait que quelque part, tu sais, les gens, c'est pas des méchants, là, ils sont dans leur petit quotidien, ils ont leur réglementation appliquée, là, mais si on avait plus d'occasions de partager les connaissances, ça pourrait être plus productif, je pense. Fait que le mode de travail, je pense, est important. Mais il y a encore du travail en silo beaucoup qui se fait. Clairement. On a une question en ligne. Roxane Bédard, elle nous demande est-ce que la mixité commerciale résidentielle dans un même bâtiment serait viable et politiquement faisable en banlieue? Je pense que oui, dans les pôles multimodaux qu'on parlait. Mais là, ça dépend si tu montes à 10 étages, là, tu sais. Mais si tu restes à 4 à 6 étages où on rentabilise les ascenseurs comme il faut, on en a un exemple, là, pour ne pas le nommer, Café Smith, qui s'installe dans tous les nouveaux immeubles à logement qui font 4 à 6 étages, puis un rez-de-chaussée commercial. Ça fonctionne très bien. Et si on ne met pas tout ça à côté des bungalows partout, mais qu'on fait des secteurs où il y a des pôles multimodaux, on peut mettre des organismes, des OBNL qui sont là. En périurbain, bien là, ça peut être plus des gens qui travaillent sur les marchés de proximité, puis je sais pas quoi. Mais je pense que oui, c'est faisable. Le problème, c'est qu'on ne contrôle pas, il n'y a pas de planification sur où on met ça, puis comment on les résout. Parce que ça devrait être des gens de Beauport, l'arrondissement de Beauport ou de Sainte-Foy. On devrait embarquer sur des transports collectifs assez bien structurés ou des réseaux cyclables bien structurés, puis pouvoir profiter de commerces qui a un endroit où, tu vois qu'il y a même des thématiques qui s'installent dans les différents arrondissements pour que ça soit complémentaire comme offre, là. Absolument. OK. Bien, merci beaucoup. Merci Roxane Bédard pour cette excellente question. Puis pour terminer, en fait, une question d'un membre de notre équipe. Comment faire évoluer la désirabilité sans altérer la durabilité, notamment pour les publics moins sensibilisés? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là? Comment changer les mentalités des gens qui veulent les banlieusards durs et purs, là? Oui, vraiment. Là, je pense que c'était ça, la nature de la question. Moi, je pense que les incitatifs financiers seraient un bon joueur. Tu sais, comme avoir, je sais pas moi, éliminer la deuxième voiture, puis vous avez un crédit de taxe important, là, comme on fait pour les autos électriques. Mais il y a quelque chose dans comprendre ce que ça coûte, puis essayer de... Mais pour les convaincre, il faut recréer, il faut verdir les vieilles banlieues. Ça a l'air bizarre de dire ça parce qu'il y a des arbres presque 60, 75 ans. Mais il faut... Il y a une différence entre densité réelle puis densité perçue. Puis quand on parle de densité, les promoteurs font « Ouh! » Mais tu peux mettre tu peux mettre 100 logements à l'hectare dans du 3 étages ou tu peux faire une tour dans le milieu puis la mettre à 10 étages. Il faut que la densité perçue soit faible. Ça veut dire qu'il faut que d'un terrain à l'autre, tu ne vois pas chez ton voisin, que les balcons soient faits de façon à ce que tu préserves ton intimité, que ta fenêtre, tu sais, je regarde ce qui se construit dans le bout des galeries de la capitale, pour ne pas les nommer, puis tu vois dans la cuisine de ton voisin, là, c'est juste que tu ne te passes pas les condiments le soir, là. Fait qu'il y a quelque part, ça, c'est pas la perception de la densité faible. Fait qu'on peut augmenter la densité si on travaille la manière. Et là, ça prend des bons designers urbains pour vraiment. Et je pense que quelque part, il faudrait que les promoteurs peut-être investissent un peu plus sur la réflexion derrière leur projet. J'ai l'impression qu'ils ont des terrains développés, qu'ils font leur affaire, ils ont une routine. C'est payant de monter des étages. Tu sais, une fois que ta fondation est faite puis tu montes le nombre d'étages, c'est très payant d'ajouter des étages. Il y a des enjeux en matière d'acceptabilité sociale et... Ce qui va se passer, moi, ça me fait peur parce que
l'Irlande, qui était appelée le Tiger en Europe à un moment donné, parce que c'était l'économie des cerveaux, là, puis c'était la technologie, ils se sont dit, si on fait des bons logements plus denses, they will come. Hein? Puis là, il y a plein de jeunes qui ont acheté ou ils ont loué dans ces nouveaux immeubles-là. Puis là, à un moment donné, ils ont décidé d'avoir des enfants, en bon anglo-saxon, ils ont tout quitté. Là, ils sont prêts qu'un stock de logements qui est sous-exploité parce que ça ne correspond pas au modèle anglo-saxon. Mais, alors, on devrait aussi aller voir ailleurs les erreurs puis dire, on est-tu en train de répéter les mêmes erreurs ici? C'est-à-dire que ce qu'on produit comme logement est en clash total. Tu sais, les gens qui ont le plus souffert pendant la pandémie, là, ça sort dans nos études, là, c'est ceux qui étaient tout seuls dans des logements, dans des tours. Ça a été ceux qui ont le plus souffert d'isolement. Pas rien d'ouvert dans la ville non plus, là. Fait que quelque part, on devrait avoir des normes pour les logements. Il y a une chercheure australienne qui travaille à développer des nouvelles normes de logement en lien avec le gouvernement aussi. C'est intéressant, il faudrait que je vous trouve son nom, là. Okay. Mais c'est ça. On est dans l'expérimental encore. Je reviens sur ma parole. Il y a une question très intéressante en ligne, puis ce serait la dernière là, avant de terminer. On a parlé des représentations de la banlieue par les différentes générations de résidents. Selon votre expérience, comment les représentations de la banlieue ont évolué chez les élus, chez les décideurs? Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, il y a eu une évolution? Et puis, est-ce que ça a aussi impacté, en fait, leur manière d'intervenir dans leur milieu respectif? Pas sûr. Pas sûr, OK. Pas sûr. Mais j'ai pas fait de participatif dans les 5 dernières années, fait que je pense qu'avec la pandémie, ça va être intéressant de... Mais tu sais, les élus... Bien là, vous avez des gens ici, je suis sûre que vous avez des élus qui prennent le vélo ici de chez vous, c'est sûr. Mais en général, tu sais, j'ai été sur le groupe de travail sur la mobilité durable en 2009. Puis je les écoutais parler, puis là, les gens vont le prendre. Puis là, j'ai fait le tour parce qu'on était, je sais pas, 18, 19. Combien d'entre vous êtes venus ici à pied, à vélo ou en autobus? Fait qu'on... De point de vue de fonctionnaire, quand on est en mode « je fais le meilleur projet », bien, on ne pense pas que nous, il faudrait aussi donner l'exemple. Donc, quelque part, il y a un décalage aussi entre le travail puis le mode de vie, même des gens qui prennent les décisions. Moi, je pense que ces gens-là sont tout à fait dans ma majorité. Là. Sauf exception. Vous êtes chanceux, vous en avez une exception. Merci beaucoup, Madame Després, pour votre présence, pour avoir répondu à notre invitation. Avez-vous un petit mot de la fin à nous partager? Bien, sinon que je trouve Accès Transport Viable fait du travail magnifique. Continuez. Je trouve ça le fun de voir que la jeune génération est en train d'essayer de comprendre les choses, puis de travailler de l'interne plutôt que d'en haut, là. Vous travaillez beaucoup avec les communautés, avec les gens du milieu. Puis je pense que c'est la voie d'avenir. Wow! Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Madame Després. C'est ce qui clôt les Journées de la mobilité durable pour nous chez Accès Transport Viable. Je vous remercie encore une fois, Madame Després. Je remercie aussi Frangin qui ont assuré un travail exceptionnel en matière de technique et de visionnage. J'aimerais aussi remercier chaleureusement toute l'équipe d'Accès Transport Viable. Encore une fois, c'est un plaisir de travailler avec vous puis de continuer justement à trouver des solutions adaptées là, à chaque milieu. Je vais vous nommer, peut-être pas tous là, malheureusement, là, mais particulièrement pour aujourd'hui, Michael, Angèle, mais surtout Sylvain, notre chef d'orchestre pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un excellent travail. Juste pour vous dire, les gens qui sont en ligne, vous pouvez aller visiter notre site web, bien entendu, transportviable.org. On produit une infolette sur une base mensuelle dans laquelle on
on informe les gens sur les dernières initiatives en matière de mobilité active et collective. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez aussi devenir membre d'Accès Transport Viable, autant à titre individuel qu'à titre d'organisation ou de municipalité. Pour nous, c'est vraiment super important, puis ça nous permet de nous encourager. Donc, voilà, je vous retiens pas plus longtemps. Je souhaite à tous les gens en ligne un excellent dîner. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée.